ne marche pas. Voilà, donc nous recevons ce soir Ekaterina Narochniskaya, qui arrive de Moscou, qui était à Moscou il y a quelques jours, qui va donc nous faire une présentation sur la Russie, à cheval, la position géopolitique de la Russie à cheval entre l'Europe et l'Eurasie. Je voudrais vous donner quelques mots concernant Ekaterina. Ekaterina est la fille d'un historien très connu en Russie, éminent. Elle a fait des études à l'Institut de géopolitique à Moscou. Elle a passé un doctorat en 1990 traitant des problèmes de la politique étrangère de la France. Dans la foulée, à la suite de ce doctorat en 1990, elle s'est intéressée également aux problèmes liés à l'immigration, aux conflits ethniques et plus spécifiquement et de façon plus philosophique aux théories de la nation et du nationalisme. Depuis les années 2000, 2001 je crois, elle est, alors je vais vous dire exactement, elle est directrice du département Europe et Amérique à l'Institut de l'information scientifique en sciences sociales. C'est un institut qui fait partie de l'Académie russe des sciences. Elle a travaillé là-dedans en tant que directrice pendant 11 ans et depuis 2012, tout en étant encore directrice de recherche de cet institut, elle dirige également le centre d'analyse au sein de la Fondation de la perspective historique à Moscou, qui est affilié avec l'IDC, c'est-à-dire l'Institut de la démographie et de la coopération. C'est un institut qui est situé à Paris, et nous avons reçu un membre de cet institut, M. John Logland, pour certains d'entre vous qui étaient là en juin. M. John Logland était venu nous parler de la situation relativement conflictuelle, exactement, qui existe actuellement entre la Russie et l'Ukraine, en juin, pour ceux qui étaient là. Voilà, donc elle est également, Ekaterina est également éditrice en chef d'un site qui s'appelle perspectivi.org, qui est un site important de pensée et d'analyse consacré aux développements sociaux et politiques du monde actuel. Elle est éditrice, coéditrice de 70 ou un peu plus de 70 publications ou livres, dont je vous donne simplement quelques-uns, du moins les plus récents. La plupart sont en russe. Les immigrations en Europe dans le contexte de la crise économique de 2013, La Russie et le monde, Anatomie des évolutions en cours, 2014, qui est à paraître. Ces deux derniers ouvrages sont en russe, mais elle a également participé à des publications en français, dont je vous en donne quelques-unes aussi. Politique et perception franco-russe, Perspective libre, en 2011. Des entretiens publié dans la revue européenne de géopolitique, et un livre qui est à paraître, Le multiculturalisme en tant que conception de la philosophie politique, Perception libre, en 2011, qui est à paraître en France. Il est apparu maintenant. Voilà. C'est un article, oui. D'accord. Voilà, comme c'était. Écoutez, je lui laisse donc la parole. On va procéder de façon un peu différente, avec un peu de retard, bien entendu. J'ai expliqué à Ekaterina que dans le midi, on n'était pas toujours très précis sur les horaires. Mais j'en profite pour vous dire que si pour les prochaines conférences, on essaie d'en faire une tous les 2 ou 3 mois, si vous pouvez être peut-être un peu plus précis dans les horaires, parce que le restaurateur, ça lui pose quelques problèmes. Ensuite, il y a un peu de pagaille aux enregistrements. Voilà, donc pour essayer d'éviter de commencer avec une demi-heure de retard. Voilà, alors pour cette fois, Ekaterina va commencer sa conférence. Une fois la conférence d'Ekaterina terminée, nous commencerons le repas pour ne pas trop tarder. Ensuite, au moment de l'installation, je présenterai notre association France-Russie Convergence en quelques minutes. Nous mangerons tous ensemble. Et au moment de l'arrivée du dessert, toutes les questions, et je souhaite qu'il y en ait beaucoup, elle est d'accord pour répondre à toutes les questions, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a aucune censure, la discussion est libre, du moment qu'elle est courtoise. Nous sommes tous issus, pour ce qui me concerne, les membres de l'association, de milieux politiques assez différents, et nous souhaitons conserver cette liberté de parole, même au niveau des questions. Mais toutes les questions sont permises. Je précise aussi, pour terminer, avant de lui laisser la parole, que si nous avons constitué cette association, c'est parce que les 8 membres
qui ont constitué l'association, dont moi et 7 autres membres, étions relativement peinés de voir la façon dont la Russie était présentée dans la presse européenne et surtout la presse outre-Atlantique, en particulier la presse américaine. Je pense qu'il y a une injustice qui est flagrante, qu'il est assez facile de débusquer, et en quelques minutes, je vous en donnerai quelques exemples au moment où nous commencerons le repas et dès que Katharina aura fini de faire sa présentation. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus. Le mardi n'est pas un jour très favorable, et ensuite, quelques jours avant les fêtes de Noël, c'est peut-être pas très favorable non plus, mais en fait, vous êtes quand même là un certain nombre, et je vous remercie beaucoup de votre présence. Voilà. À tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je remercie le professeur Magnifacier de son invitation. Je vous remercie, vous tous, de votre intérêt pour la Russie. C'est quelque chose qui nous rapproche parce que moi, comme c'était typique pour une grande partie de l'intelligentsia russe, jadis, hélas, c'était jadis seulement, moi je suis quelque peu familiarisée avec la culture et la langue française de mon enfance. Puis, au début de ma carrière, j'ai spécialisé dans la politique extérieure, la politique de défense de la France. J'essaie de continuer, suivre dans les événements politiques dans votre pays. Et même si tout n'est pas simple et facile, je partage l'idée, l'opinion qu'il existe une convergence de valeurs, une convergence de défis que nous faisons face et qui sont devant nous, une convergence d'intérêts qui devient de plus en plus cruciale dans ce monde bien nouveau qui est en gestation. J'ai choisi cette question pour ma conférence, l'Europe ou l'Eurasie, l'identité de la Russie et son positionnement international. Je l'ai choisi parce que cette question me paraît en quelque sorte fondamentale. Non, tout d'abord, il est évident qu'il soit d'une actualité brûlante, vu les tensions qui se multiplient ces derniers temps entre la Russie et l'Occident, y compris l'Union européenne. Et en même temps, c'est une question qui ne date pas d'hier. Au contraire, il est profondément enraciné dans l'histoire. Et ce sujet est pivotal, je dirais, pour comprendre les grandes tendances des derniers 20 ans. Tout d'abord, les évolutions et la situation politique à l'intérieur de la Russie, mais aussi les dynamiques, problèmes clés et enjeux des relations russo-européennes, russo-françaises. Comment la Russie et quelle est sa place sur le plan historique et international ? Tout au long des siècles, cette question faisait objet de disputes au sein des élites européennes. Vision de la Russie était plus que variée. Cela aurait été normal. Mais elle était très souvent contradictoire et polaire et émotionnelle. La Russie éternelle, ou la Grande Russie, comme préférait appeler même l'Union soviétique Charles de Gaulle, par exemple, coexistait et s'alternait avec la Russie de Custine. Pour les uns, la Russie appartenait sûrement à une grande famille européenne. Et certains, comme vous le savez très bien, allaient jusqu'à idéaliser et romantiser. L'expression l'âme russe a été inventée, formulée sur le sol français. Je crois par Eugène Melchior de Vogüé. Mais les autres, parmi lesquels on trouve par exemple Rousseau,
ou Napoléon, ou Thiers, pour ne citer que quelques noms français célèbres, voyaient en Russie un pays barbare, despotique, asiatique, impérialiste, hostile, ou mal disposé au progrès. Et aujourd'hui, on emploie un vocabulaire rénové, parfois assoupli, plus politiquement correct, parfois le même d'ailleurs, en tout cas plus diversifié, mais le même rejet de fond. Il se voit de plus en plus dans les médias d'aujourd'hui. Et pas seulement dans les médias, et dans les politiques officielles. C'est le négativisme de base, je disais, qui, quand les évolutions politiques concrètes sont basées sur des axiomes négatifs. Ça, c'est par exemple le cas de la façon dont on voit tous les projets lancés par la Russie sur l'espace post-soviétique. C'est un axiome que si c'est un projet russe, donc c'est un projet impérialiste. De leur part, les Russes, eux aussi, s'interrogent et se disputent sur leur identité, et notamment par rapport à l'Europe. Et ça depuis plusieurs siècles déjà. C'est notre spécificité, cette réflexion répétée et continue sur la relation qui nous lie à l'Europe. On ne lit pas sur les différences et les ressemblances. Et on discute dans quelle mesure la Russie appartient à la civilisation européenne. Ici, politiquement, elle doit suivre sa propre trajectoire. Le 19e siècle russe, sur le plan des idées en tout cas, a été fortement marqué par les batailles intellectuelles bien connues entre les soi-disant occidentalistes et slavophiles. Donc, en généralisant, pour les premiers, on peut dire que pour les premiers, l'Europe de l'Ouest incarnait tout le progrès pensable, et la Russie était arriérée et devrait aller dans les sillages de ses voisins occidentaux. Par contre, les slavophiles valorisaient la spécificité nationale, les expériences sur le plan de l'organisation sociale, et appelaient à faire évoluer le pays sur cette base. Ils voyaient dans la Russie une civilisation à part, une civilisation russe, et une alternative orthodoxe à la civilisation occidentale. Donc, plus tard, dans les années 20 du XXe siècle, dans les milieux des immigrés russes, on a vu naître des théories eurasistes. Ce troisième courant présentait la Russie comme une entité plutôt géopolitique et une fusion entre les éléments slaves et turco-musulmans. Il balançait plus entre les deux, mais accentuait plutôt le caractère turc. Voilà les racines turques de la population de la Russie. Mais il faut noter que le racisme a vite tombé dans l'oubli. Il est réapparu beaucoup plus tard, surtout dans les années post-soviétiques, mais il a toujours resté beaucoup moins influent. Et à mon avis, c'est un malentendu, une malcompréhension quand on associe l'Union eurasienne, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015, avec l'idéologie de l'eurasisme. C'est tout autre chose, mais ça n'a rien à voir avec l'eurasisme en tant qu'une philosophie de l'identité de la Russie dans l'histoire. C'est simplement une projection dans le futur des liens qui se sont faits autour de la Russie pendant son histoire sur son espace historique.
Mais il faut noter aussi que le slavophilisme et l'occidentalisme n'étaient que deux extrêmes purement théoriques. Et en fait, la politique et la conscience russe, en gros, présentaient plutôt une dualité, une synthèse de deux tendances. Les meilleurs esprits russes, ils sont toujours rendus compte. Par exemple, les slavophiles tels que Khomyakov ou Kirievski, ils rêvaient à unir les meilleurs côtés de l'Europe et de la Russie. Et il appelait à cette synthèse. Et Dostoïevski, prenez Dostoïevski qui, dans ses lettres et dans ses notes, a pointé beaucoup de fois que les deux théories, le slavophilisme et l'occidentalisme, en effet, exprimaient ensemble les deux côtés de la même réalité russe. Et ce dualisme, il s'est manifesté dans l'expérience un peu paradoxale des 3 derniers siècles. La Russie a vécu plusieurs vagues d'occidentalisation et de sa propre initiative. Mais les modèles qu'on a apportés de l'Ouest y étaient variés à sa façon et subissaient des mutations parfois dramatiques. Et le résultat est bien éloquent. L'implantation de ces modèles rapprochait en même temps éloignait la société russe des sociétés européennes. Au XXe siècle, cela s'est passé avec le marxisme, puis avec la modernisation soviétique, et puis avec les réformes libérales des années 90. On peut dire que plus ça changeait, plus c'était la même chose. Et plus la Russie se repérennisait, plus elle restait elle-même. À mon avis, la Russie est un parti distinct de la civilisation européenne, mais en même temps essentiellement lié à l'Europe. Avec l'Europe, nous partageons les racines chrétiennes et le patrimoine culturel. On ne peut pas imaginer la culture russe sans la culture européenne. C'est absolument, c'est mixte, c'est un univers unique. Et je crois qu'on ne peut pas imaginer, bien sûr, la haute culture européenne et française sans Dostoïevski, sans mille noms et 100 000 contributions, d'innombrables contributions russes. Donc, culturellement, la Russie appartient au monde, à l'univers européen. Mais il y a des distinctions mentales quand même, des valeurs qui sont différemment accentuées. Et les cultures politiques, les structures sociales, ils divergeaient et ils divergent toujours. Ces différences tiennent aux particularités religieuses de l'orthodoxie, c'est un fait bien connu, mais également aux faits géographiques. Parce que la Russie s'est formée sur un espace très étendu et ouvert, dans un environnement naturel beaucoup plus rude. Et la géopolitique détermine aussi la statue de la Russie, sa place et l'éventail, l'envergure de ses intérêts dans la politique internationale. Elle a une longue frontière avec les pays d'Asie. Et donc, géopolitiquement, la Russie est évidemment beaucoup plus qu'un État européen. C'est une puissance transcontinentale, eurasienne. Elle n'aurait pas pu entrer en Union européenne en tant que membre. Mais culturellement, elle est inséparable, je le répète, du monde européen, qu'elle soit acceptée par lui ou pas. Les disputes entre différentes visions de la Russie, ils continuaient indirectement, même au sein de la société soviétique, souvent sous une forme latente. Mais c'est après la chute de l'URSS, évidemment, qu'ils ont pris une nouvelle envergure. On a vu apparaître de nouvelles versions de vieux courants, comme j'ai déjà noté à propos de l'eurasisme.
Mais au niveau officiel, la Russie post-soviétique a fait 2 grands virages. L'équipe yeltsinienne raisonnait et agissait dans l'esprit radicalement occidentaliste. Opinion publique, elle aussi était, je dirais plus que jamais, séduite par le modèle occidental. Et on l'idéalisait d'autant plus facilement qu'on ne le connaissait pas, parce que les soviétiques n'allaient presque pas à l'étranger. D'ailleurs, il faut noter que nos libéraux post-soviétiques étaient moins orientés vers l'Europe que vers les États-Unis, et ils étaient indoctrinés par un mélange du libéralisme pur et dur, du mondialisme, des concepts de politologie américaine qui sont bien différents sur beaucoup de questions des sciences, de la pensée politique française. Par exemple, sur la question de la démocratie. La démocratie est conçue d'une façon absolument différente là-bas, et on est en Amérique, on n'apprécie pas ce qu'on appelle là-bas la théorie jacobine de la démocratie, c'est-à-dire la conception française. Et bien sûr, on ne peut pas ignorer aussi certains éléments du droit de l'homisme exagéré et quelque peu libéré des limitations éthiques. Voilà, cette tendance, elle est déjà visible, et bien sûr, elle est beaucoup plus visible maintenant. L'idée majeure de nos libéraux post-soviétiques était en fait bolchéviste. Elle consistait à rompre avec le passé pour bâtir une Russie toute neuve, qui soit libérale, démocratique à la façon occidentale et intégrée dans la communauté euro-atlantique. Il a appelé ça dans la communauté civilisée. Communauté civilisée. Et au nom de cette priorité, ils étaient prêts à sacrifier n'importe quoi, comme territoire ou atout géopolitique, symbole sacré de la mémoire historique, comme par exemple les victoires dans la Deuxième Guerre mondiale, sécurité et cohésion sociale, l'héritage culturel en totalité. Et pour eux, ce n'était même pas des sacrifices. On y voyait tout simplement l'abandon d'un fardeau archaïque. Je vulgarise bien sûr parce que je généralise et je mets des nuances. Bien sûr, il y avait des gens dans l'équipe helsingienne qui étaient plus pragmatiques, qui étaient donc plus souples dans leur vue, mais l'idée pivotale consistait justement dans cette en fait abdication nationale. Le symbole, la figure symbolique de ce courant, c'est peut-être l'ex-ministre, le premier ministre des Affaires étrangères de la Russie post-soviétique, Kozelev. Ce n'était pas rendu public alors, mais on le connaissait. Il a rassemblé le personnel du ministère des Affaires étrangères. Il a déclaré, dans son discours, il a déclaré littéralement ceci, que la notion des intérêts nationaux doit être érasée pour toujours de l'idéologie du ministère. Donc, les résultats pratiques de ces réformes, vous les savez, vous les connaissez très bien, étaient désastreuses. Ça, on ne peut pas le nier. Je ne veux pas maintenant revenir sur cette question. Et ce camp a vite perdu crédit auprès de la société russe, tout en conservant une belle réputation à l'Ouest. Et la perte
donc de leur électorat, du soutien pour eux avait commencé avant l'arrivée de Poutine. Et vers 2003, la crise profonde dans laquelle se trouvait ce camp, elle était déjà absolument évidente. Et peu à peu, on a vu se cristalliser un nouveau consensus. Un consensus qu'on appelle parfois un néoconservateur. Il ne faut pas confondre ça avec, bien sûr, le néoconservatisme américain, ça, mais c'est un néoconservateur dans le contexte russe. Un consensus en faveur d'un revirement, et ce revirement a été opéré par Poutine. Durant ces 2 premiers mandats, on a su renverser les tendances négatives, mais hors ces acquis, c'est déjà beaucoup, il y a une autre chose capitale. Poutine, il n'est pas que pragmatique, et il a un dessin nettement dessiné. Ce sont, maintenant je cite les paroles d'un politologue réputé français, Pascal Boniface. D'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ou a vu le livre de Frédéric Pons, Poutine, qui vient de paraître, qui est paru il y a un mois, peut-être, c'est Poutine. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il écrit, ce qui est normal. Je suis en désaccord sur beaucoup de choses secondaires, mais c'est un livre très intéressant et très honnête. Et Pons, qui est rédacteur en chef de la revue Valeurs Actuelles, assez connue, a souligné que la stratégie de Poutine, son but ultime consiste à redonner à la Russie sa puissance géopolitique et mentale. Et ça, c'est très important parce que Poutine vraiment symbolise une posture qui consiste à remodeler le pays dans la continuité de son histoire et dans la continuité de son identité. Bien sûr que cela implique le retour sur la scène internationale, mais ce retour ne se réduit pas à la recherche des attributs de puissance. Enfin, la puissance est nécessaire pour restaurer l'indépendance mentale, l'indépendance morale, si vous voulez. Et c'est justement cette indépendance mentale, combinée avec l'immensité et la puissance russe, qui, à mon avis, expliquait cette partialité et intolérance et le rejet de la Russie par une partie des intellectuels et des élites européennes, ce qui s'expliquait par les prétentions idéologiques bien connues de la pensée occidentale qui se voit symboliser et représenter uniquement, exclusivement le progrès social dans le monde. Donc, je dois ajouter que voilà cette indépendance morale, ce droit de déterminer, de faire décision à propos des principes sur lesquels on construit les sociétés, elle devenait de plus en plus importante, même cruciale, avec les mutations de valeurs que subissent maintenant les sociétés occidentales. Donc, vous savez, c'est justement, encore c'est mon avis, c'est la raison ultime, une raison majeure en tout cas pour laquelle Poutine reste apprécié
son pays et en même temps si mal aimé par le mainstream en Occident. Nous, on sait très bien que le soutien, le soutien qu'il a, il est à 60-80%, ou 80%, c'était voilà, justement les chiffres de 2014 auparavant, mais ça varie bien sûr, mais il n'a jamais, le taux de confiance n'a jamais, le coût de popularité n'a jamais baissé au-dessous de 42 ou 43%, mais cela ne signifie pas du tout que c'est le soutien total, intégré, qu'il a quelque chose de culte. Ici, à l'étranger, même parmi ceux qui ne sont pas hostiles à la Russie d'aujourd'hui, au régime poutinien, je remarque un certain une certaine malentendu en ce qui concerne voilà le caractère de ce soutien, parce que les Russes ne sont pas du tout, ils sont trop modernisés pour tout simplement admirer un leader et approuver tout ce qu'il fait, mais bien au contraire. Bien au contraire, on peut le sentir partout et les gens ne sont pas satisfaits par ce qui est fait. Bien sûr, on a apprécié les acquis des années 2000, mais on n'est pas satisfait de tout. Il y a un mécontentement et aussi il y a, et surtout sur certains dossiers très sensibles, tels que la corruption, tels que l'économie, etc. Pas seulement ça. Mais justement, c'est justement cet facteur de la stratégie, c'est de la posture stratégique, Poutine, qui importe, enfin. Et les gens, même, même s'ils sont mécontents de beaucoup de choses, sur le plan intérieur surtout, mais ils comprennent et sentent voilà, l'importance fondamentale de cette posture identitaire. Même s'ils ne savent pas le formuler parfois. Mais, et ça explique, seulement ça peut expliquer le vote massif pour Poutine en 2012, après toutes les protestations, etc. Une précision importante, il serait erroné d'identifier Poutine avec une approche radicalement slavophile, par exemple, ou radicalement anti-occidentaliste, ou encore avec nationalisme, dans le sens négatif de ce terme, nationalisme excessif, de chauvinisme. Non, oui, il s'appuie sur le patriotisme, mais c'est un patriotisme plutôt étatique. Il n'accentue jamais le rôle du peuple russe au sens ethnique, ou le fait de façon très mesurée. Et la preuve est que les milieux ultranationalistes en Russie appartiennent dans une grande partie aux anti-poutinistes brûlants, et à côté d'occidentalistes radicaux. Et comme partout, vous voyez, les extrémités se touchent. Donc, Poutine et sa politique s'inscrivent plutôt dans la ligne, je dirais, médiane. Dans la ligne médiane que la Russie suit, en gros, depuis Pierre le Grand, et qui, en principe, correspond le plus exactement à l'identité double russe dont parlait Dostoïevski et bien d'autres penseurs russes. Mais l'Occident n'est pas complètement identifiable avec l'Europe. Et l'Europe, même l'Europe occidentale, ne se réduit pas à l'Occident. Elle est plus ancienne, elle est plus multiple, plus riche en patrimoine différent, en héritage différent. Mais quant à la Russie, elle n'a jamais appartenu à l'Occident, mais j'ai dit, elle appartient dans un sens, au moins, dans le sens culturel, à l'Europe. Elle appartient
à l'Europe dans le sens historique, en tout cas dans le sens historique large. Bon, c'est pourquoi le redressement national impliquait l'ouverture de la Russie vers l'Europe. Mais cette fois, pas dans le rôle d'apprenti idéologique qu'on voulait lui infliger, que l'Union européenne, Bruxelles par exemple, a essayé plusieurs fois de lui infliger pour parler sur l'accord fondamental de partenariat et de coopération, mais en tant que partenaire égal. Et vraiment, tout au long des derniers 20 ans, y compris la période Poutine, la diplomatie russe n'a cessé d'accentuer son orientation européenne. La doctrine de la politique extérieure russe, c'est un document magistral, officiel, qui a été rédigé dans plusieurs rédactions pendant les dernières 10 ans, désignait l'Union européenne en tant que partenaire principal de la Russie au-delà de l'espace post-soviétique. Donc, quand je dis l'Union européenne, il faut tenir compte du fait que pour les Russes et pour la Russie, il ne s'agit pas nécessairement de Bruxelles, il s'agit de l'ensemble des États et des pays européens, mais aussi de l'Union européenne comme un ensemble, mais aussi des pays, des nations qui la constituent. Et Moscou a lancé par exemple toute une série de projets d'envergure, de grands projets dans l'esprit de l'Europe de Brest à Vladivostok, dans l'esprit gaulien. Par exemple, l'idée du traité sur la sécurité européenne, un grand programme de partenariat technologique, etc. D'autres exemples, mais la réaction des Européens était désintéressée, plutôt négative. Certes, il y a eu de réels progrès dans nos relations et vers 2013, les échanges commerciaux avec l'Union européenne dépassaient de plus de 4 fois le commerce russo-chinois. Néanmoins, malgré un dialogue intense, les rencontres, le travail diplomatique, etc., néanmoins les projets concrets, tous les experts sérieux constataient depuis quelques années déjà la stagnation sur tous les grands dossiers politiques de relations russo-européennes. Voilà ce document magistral qu'on n'a pas arrivé à la rénover. Parce que l'ancien accord sur le partenariat et la coopération entre et la Russie, donc il a cessé d'être en vigueur, mais maintenant on n'est pas arrivé à conclure un nouveau texte. Donc la crise ukrainienne, comme vous le savez très bien, a changé gravement la donne entre la Russie et l'Occident, la Russie et l'Europe. Elle a déjà conduit à la réduction de la coopération et aux tensions sans précédent depuis des années. Et il va de soi que cette situation amène les Russes à reconsidérer en quelque sorte leur analyse globale des partenaires dans le monde et leur positionnement international. La semaine dernière, dans le message annuel au Parlement, Poutine a noté que la Russie n'avait pas l'intention de réduire les échanges avec l'Europe et les États-Unis, mais cela dit, il a ouvertement parlé aussi de l'influence américaine sur
sur les politiques européennes, c'est sur la politique des capitales européennes vis-à-vis de la Russie, et même de la perte de souveraineté par certains pays, sans nommer exactement personne, mais et en même temps, il a confirmé avec force l'adhérence de la Russie au principe de la souveraineté, à la famille traditionnelle, et au monde multipolaire. Les changements dans l'opinion publique sont encore plus prononcés. Ils sont bien visibles dans les sondages. Je dois dire à ce propos que l'identité de la Russie et son positionnement international sont objets de sondages assez réguliers depuis des années déjà. Et depuis des années, pendant très longtemps, on voyait coexister deux visions distinctes et presque également répandues. Pour, disons, approximativement 30, 35, 40% des Russes, la Russie était une civilisation à part, une puissance plutôt eurasienne qui devait mener une politique coopérative mais indépendante, autonome, plutôt axée sur son espace historique, l'espace post-soviétique, et 40 ou 50% choisissaient l'autre réponse. La Russie est une part de la civilisation européenne et elle doit coopérer en premier lieu, étroitement, en premier lieu avec l'Europe. Mais je dois ajouter que même ceux qui choisissaient la première option étaient disposés bien positivement envers l'Europe. Parce qu'on a aussi, parmi toutes les notions internationales symboliques, telles que l'ONU, l'Europe, l'Asie et d'autres, l'Europe restait donc une notion qui suscitait le plus les sentiments positifs. Parmi les Russes, il était bien, même avant de l'Union eurasienne qui se forme. Par exemple, la France, d'ailleurs, c'est un détail qui vous sera intéressant. La France, jusqu'à récemment, elle était leader dans l'opinion publique russe d'après le nombre de sympathisants parmi tous les pays étrangers, y compris la Biélorussie. Je ne sais pas, ça semble avoir un peu changé, non, ces derniers deux ans, peut-être, après l'arrivée de Hollande. Mais c'était comme ça, et cela s'inscrivait dans une longue tradition, d'ailleurs. Et c'était un phénomène assez stable qu'on constatait pendant une quinzaine d'années. Je parle d'une quinzaine d'années parce que les sondages, c'est un phénomène non assez récent, bien sûr. Un sondage régulier comme ça. Mais le conflit européen, il a provoqué aussi ici des changements assez sensibles. En principe, vous savez, on ne peut pas surestimer la sensibilité des Russes, presque dans leur totalité, aux événements en cours en Ukraine. On les sent, on ressent tout ce qui se passe, presque comme si c'était sur notre propre sol. Et je vous citerai la remarque d'une jeune fille que j'ai lue, que j'ai rencontrée sur un blog et qui m'a beaucoup touchée par sa simplicité et expressivité en même temps. Elle avait écrit « Je n'ai que commencé à découvrir l'Europe et à l'admirer.
Et maintenant, je ne veux plus même la visiter. Donc, oui, les sondages montrent que les sentiments provoqués par l'implication voilà, de l'Occident et de l'Union européenne, des pays, des grands pays européens dans cette affaire, dans ces événements, et les sanctions et la politique, les attitudes envers les réactions russes, etc., tout ça provoque le plus souvent l'incompréhension, l'amertume, parfois l'indignation et aliénation aussi. C'est comme ça. Je vous montrerai voilà une photo. S'il y avait, non, il n'y a pas d'appareil, oui, je pourrais vous montrer quelques matériaux audiovisuels, mais je peux vous quand même montrer, je crois qu'on pourra le voir quand même. Voilà les graphiques, deux graphiques qui illustrent les fluctuations dans les attitudes des Russes envers les États-Unis et l'Union européenne. Voilà, vous voyez, sont lignes bleues, sont les attitudes, mais on peut voir quand même, oui, j'espère qu'on peut voir quand même le tableau en général. Donc bleu c'est positif, rouge négatif. Donc les attitudes, c'est depuis disons, l'année 90 jusqu'au mai 2014. Donc c'est très variable, Et maintenant, ce sont les attitudes envers l'Union européenne. C'est beaucoup plus stable. Ça commence à partir de 2003 et va aussi au mai 2014. Son graphique bleu positif, rouge négatif. Toujours 70, parfois plus, exprimer leur bienveillance et leurs sentiments positifs envers l'Europe, envers l'Union européenne. Et pour la première fois dans l'histoire contemporaine, oui, le négatif a commencé à prévaloir, c'est mai 2014, voilà le rouge. Je dois quand même reconnaître que... Oui. Juste une petite question, la date où ça s'était rapproché dans le graphique, c'était quoi? Non, pas quand non, vous ne devinez pas? Non, c'est... Pas quand ça s'est inversé. Oui, mais vous ne devinez pas? Non? On peut deviner. C'est facile. C'est août 2008. Août 2008. C'est le conflit armé au Caucase. Ah, géorgien, oui. Ah, d'accord. Je dois reconnaître que, à mon avis, ce changement, et on peut dire basculement, on est trop tôt peut-être pour identifier ça comme un basculement, mais cette dérive, oui, elle ne s'explique pas uniquement par la crise ukrainienne, par les événements, parce que voilà, on constatait déjà depuis quelques années, on constatait une lente rééquilibration, un lent rééquilibrage voilà, entre ces deux options que j'ai mentionnées, ces deux orientations dans l'opinion publique, mais c'était quand même, non, ça se comptait par seulement quelques pourcents, pas plus.
Maintenant, les éléments ukrainiens, ils sont devenus sont devenus un accélérateur plutôt de ces tendances, mais il faut reconnaître qu'il y avait d'autres facteurs et d'autres causes pour la reconsidération du positionnement de la Russie dans le monde. Et bien sûr, c'est déjà un autre sujet, pour l'analyser, il faut analyser tout d'abord l'évolution et les problèmes dans les dialogues russo-européens et justement cette stagnation que j'ai constatée parce que vous savez, cette situation qui s'est formée déjà il y a une année était un peu étrange. Il y a une année, il m'est arrivé d'intervenir sur la situation entre la Russie et l'Europe. Et j'ai dit que il y a une incertitude de fond quant à la nature de leurs relations dans le monde futur. Mais ce n'était pas normal et cette situation ne pouvait pas continuer à perpétuité. Parce que, objectivement, disons comme ça, la nécessité de définir enfin cette nature, elle existait. Et elle est tout à fait naturelle que, d'un certain point de vue, il est tout à fait naturel que la Russie et l'Europe se rapprochent plus étroitement dans le monde du XXIe siècle parce que pour la première fois dans l'histoire, ils ne sont plus ennemis, ils ne sont plus concurrents vraiment géopolitiques dans le monde, surtout à l'échelle mondiale. Et il n'y a pas de conflit vraiment idéologique. Il y a une complémentarité des intérêts économiques, plutôt une complémentarité. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucune raison pour cette incertitude, mais de l'autre côté, on sait très bien qu'entre un monde où c'est l'Asie qui va monter encore plus, on entre un monde et les temps où nos sociétés font face à des problèmes très difficiles et très sensibles de la démographie, de la culture, et quand même, de ce point de vue, le rapprochement entre la Russie et l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, non, elle paraît dans l'intérêt des deux côtés, des deux parties, pardon. Mais entre-temps, je crois un autre facteur qui nous sépare un peu s'est fait sentir. Je parle justement de ces évolutions éthiques, évolution des valeurs au sein de l'Occident qui, en fait, il touche aussi la Russie, mais donc c'est un... Et je sais très bien qu'en Europe, au sein des sociétés européennes et occidentales en principe, c'est un... Le clivage il passe entre la Russie et la Russie, il passe à l'intérieur de nos sociétés, mais la balance des forces, disons comme ça, et des tendances, elle est tout à fait différente. Et la Russie n'a pas suivi sur cette voie
et le mainstream qui est au pouvoir maintenant à l'Occident, donc je crois que pour les élites européennes, c'est quand même un facteur très important, et pour la Russie aussi, de faire pression sur la Russie. Et pour la Russie, c'est une raison de choisir sa propre stratégie, disons comme ça. On peut parler pas d'un fossé, mais des différences et des divergences de valeurs qui n'ont jamais existé sur ces questions-là entre la partie occidentale et la partie, disons, russe, de la grande civilisation européenne. Donc voilà, ceci c'est en grande ligne peut-être tout ce que je voulais désigner comme ça dans mon intervention. Merci de votre attention et je suis prête à répondre aux questions. Oui. Est-ce qu'en Russie, parmi les intellectuels, il y a une conscience que l'Europe, l'idéologie européenne, celle du traité de Rome, borne l'Europe à l'Oural? Et ça, c'est directement contre la survie de la Grande Russie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris conscience de ça? Alors, si vous voulez des références, ici nous sommes à côté de Ganges. L'idéologue de l'Europe, c'est Fabre d'Olivet. Occultiste, Sevnol. Donc, j'invente pas. Est-ce qu'il y a des Russes qui se rendent compte de ça? Mais je ne sais pas pourquoi vous parlez de l'oral, tout simplement. Pourquoi de l'oral? Parce que c'est là que les idéologues de l'Europe bornent la Russie, l'Europe. Et ça, je n'ai jamais dit. De Gaulle, en son temps, avait parlé de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Voilà, c'est ça, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Mais on a maintenant... oui, parce que cela, bien sûr, je crois que ça s'explique tout simplement par les limites géographiques de cette notion Europe. Mais la culture de la population de la Sibérie ou de l'Extrême-Orient russe, elle est la même. Ils sont culturellement européens. Oui. Bien sûr, peut-être vous entendez par là quelques projets de retirer les terres sibériennes de la Russie. Maintenant, je me rappelle aussi Brzezinski, qui dans un de ses livres a spéculé sur cette question. Et il a dit, voilà, la Sibérie, c'est une région qui est si riche en ressources que elle doit être exploitée avec oui, la participation de tous, disons, pas de la Chine, mais surtout de l'Occident.